Bonjour Pierre Laurin, merci beaucoup d'être avec nous dans cette édition spéciale consacrée donc à cette opération militaire. Les intentions de Vladimir Poutine, il l'a dit, il n'a pas l'intention d'envahir ou d'occuper des territoires ukrainiens. Comment est-ce que vous qualifiez-vous cette opération militaire? Qu'en pensez-vous? Eh bien, je crois que cette opération rappelle beaucoup ce qui s'était passé au Kosovo en 1999. C'est-à-dire que pour sécuriser la province du Kosovo, la province séparatiste de la Serbie, l'OTAN avait lancé une offensive aérienne contre les installations militaires significatives en Serbie. Et je crois que c'est ce qui est aujourd'hui en train de se produire. Il n'y avait pas eu à l'époque d'intervention militaire sur le sol de la part des troupes des pays de l'OTAN. En revanche, les bombardements avaient duré 2 mois et avaient été très intensifs et avaient conduit à la fin à la chute du régime du président Milošević. Aujourd'hui, je crois que pour la Russie, fort de ce précédent, c'est la même solution au conflit qui s'impose, c'est-à-dire détruire le maximum d'infrastructures militaires ukrainiennes de manière à forcer les Ukrainiens à déposer les armes, d'une part, ne plus bombarder, bien sûr, les provinces sécessionnistes du Donbass et éventuellement avoir un changement de régime à Kiev. Ouais, c'est l'intention de Vladimir Poutine. Le Kremlin dit que les séparatistes, évidemment, des républiques autoproclamées, ont appelé la Russie à l'aide. On l'a vu hier, donc Vladimir Poutine qui répond à cet appel à l'aide. Il appelle les soldats ukrainiens à déposer les armes. Je vous propose d'écouter justement Vladimir Poutine à ce sujet. Il appelle les soldats ukrainiens à ne pas combattre justement pour épargner des vies. Écoutez-le. Je dois également m'adresser aux militaires des forces armées ukrainiennes. Chers camarades, ce n'est pas pour que les néo-nazis d'aujourd'hui prennent le pouvoir en Ukraine que vos pères, grands-pères et arrière-grands-pères se sont battus contre les nazis, défendant notre patrie commune. Vous avez prêté serment d'allégeance au peuple ukrainien et non à la junte hostile au peuple qui pille l'Ukraine et persécute ce même peuple. Ne suivez pas ces ordres criminels. Je vous exhorte à déposer les armes immédiatement et à rentrer chez vous. Pierre Laurin, on a entendu, on a vu en tout cas des explosions à Kiev ce matin. Moscou cible la junte à Kiev, c'est ce qu'a dit l'ambassadeur russe à l'ONU. Comment viser cette junte, entre guillemets, à Kiev ? Par le même moyen qu'avait été utilisé contre le président serbe il y a maintenant 23 ans. Il est très clair aujourd'hui, du point de vue de la Russie, que diplomatiquement, sa situation ne peut pas être pire. Elle est accusée de tous les maux et on ne veut pas entendre les préoccupations des provinces sécessionnistes du Donbass. Donc, finalement, la Russie n'a pas grand-chose à perdre à une opération militaire limitée. Ce serait différent si des troupes occupaient le territoire ukrainien. Il est possible qu'il y ait des entrées, des incursions en territoire ukrainien, mais elles seraient forcément limitées à ce stade. Peut-être que si les combats se généralisent, ce serait différent. Alors limité, effectivement, puisqu'on a entendu, en tout cas des reporters sur place rapportent des bombardements à Mariupol, des bombardements également à Odessa. Est-ce que ce sont des points stratégiques pour la Russie? Est-ce qu'il y a des infrastructures, en tout cas de l'armée ukrainienne sur place? Ah oui, à Mariupol indiscutablement, puisque c'est proche de la ligne de contact. À Odessa et à Kiev, il y a également des bases militaires loin de la ligne du front, mais qui peuvent effectivement permettre d'approvisionner cette ligne de front. Et d'une manière générale, je pense que les frappes qui sont vraisemblablement par
missiles de croisière, voire des missiles. La Russie dispose en ce moment d'une arme particulièrement efficace, c'est les missiles hypersoniques, qui sont pratiquement indétectables dans la mesure où, lorsqu'on les détecte, c'est trop tard. Ils sont déjà arrivés, on ne peut pas les intercepter. Il me semble qu'il doit y avoir un plan certainement préparé d'avance pour localiser les points névralgiques de l'armée ukrainienne. Je ne pense pas que la Russie s'attaque à des objectifs civils. D'ailleurs, vous avez remarqué une chose dans le reportage qui a précédé, c'est que lorsqu'on interroge des habitants de Kiev, ils répondent en russe et non pas en ukrainien. Et le président Zelensky s'est exprimé en russe aussi hier soir, hein. Il est parfaitement bilingue et c'est normal qu'il se soit exprimé en russe puisqu'il s'adressait principalement à la Russie et aux populations de l'Est. Donc là, il y a une logique. Mais que des habitants de Kiev répondent en russe aux questions qu'on leur pose, sauf si évidemment le journaliste leur a posé en russe, ce qui est évidemment, là, il n'y aurait pas de biais. Mais à mon avis, cela signifie quelque chose. La population ukrainienne est très divisée. Une partie de la population ukrainienne n'attendait vraisemblablement qu'une réaction de la Russie pour pouvoir se débarrasser enfin de la corruption qui règne dans le pays, des oligarques qui ont financé les deux principaux oligarques ukrainiens qui ont une très grande influence, une très grande puissance, ont financé les mouvements d'extrême droite, en particulier les formations à l'époque paramilitaires que l'on appelait le bataillon Azov, qui est devenu depuis le régiment Azov, intégré à la garde nationale et qui affiche très clairement son idéologie néo-nazie, avec des emblèmes qui sont issus tout droit du Troisième Reich. Et Pierre Laurin, on a vu évidemment le Conseil de sécurité se réunir, l'OTAN également se réunit en urgence aujourd'hui pour apporter une réponse, en tout cas à cette opération militaire. À quoi peut-on s'attendre de la part de l'OTAN ? C'est difficile à dire parce que l'OTAN, même si elle donne l'impression de la solidarité atlantique, tous les États sont d'accord pour aller dans le même sens, etc., pour condamner. Mais justement, condamner, pas de problème. Tous les pays de l'OTAN vont condamner. Oui, agir, ça c'est une autre histoire. Agir comment ? S'il y a une offensive au sol, à la limite, on peut aider les Ukrainiens, envoyer des troupes éventuellement, quoique ce soit très, très improbable, mais il y a des ripostes possibles. En revanche, contre une offensive aérienne et par missile, c'est beaucoup plus délicat, d'autant plus que si ce sont effectivement des missiles hypersoniques qui sont utilisés, on ne peut pas, il n'y a pas d'intercepteur capable de les arrêter aujourd'hui. Donc là, l'OTAN est impuissante pour le moment. Et elle a dit qu'elle n'interviendrait jamais puisque l'Ukraine, de toute façon, ne fait pas partie de l'OTAN. C'est différent. Effectivement, l'Ukraine ne peut pas invoquer l'article 5, mais il est possible pour l'OTAN d'intervenir pour contrer une situation exceptionnelle. C'est ce qu'elle avait fait en Serbie. Rappelez-vous, hein, la Serbie ne faisait pas partie de l'OTAN, n'était pas un ennemi de l'OTAN. La Serbie était un État indépendant qui avait un problème avec une province rebelle. Et l'OTAN est intervenue. L'OTAN n'était pas non plus justifiée à intervenir en Afghanistan. Pourtant, alors que c'était à l'extérieur de son domaine de compétence, elle a répondu à l'appel du président des États-Unis et, en 2001, est intervenue aux côtés des États-Unis en Afghanistan. Donc, ce n'est pas le fait que l'Ukraine appartienne à l'OTAN ou non qui est intéressant, qui est important, c'est le fait qu'à un certain moment,
l'OTAN dépasse les limites de son mandat pour intervenir là où ça lui convient. Donc là, c'est possible qu'elle puisse intervenir. Mais contre une offensive aérienne de cet ordre, il est très, très difficile d'agir. Alors la réunion de l'OTAN, on vient de l'apprendre, ce sera à 8h30 ce matin, donc dans un peu moins de 2 heures maintenant. On va aller du côté de l'ONU, si vous le voulez bien, Pierre Laurin. On va écouter l'ambassadrice américaine qui s'est exprimée tout à l'heure. Si la Russie continue sur cette voie, elle pourrait, selon nos estimations, créer une nouvelle crise de réfugiés, l'une des plus importantes auxquelles le monde soit confronté aujourd'hui, avec jusqu'à 5 millions de personnes supplémentaires déplacées par la guerre choisie par la Russie et sa pression exercée sur les voisins de l'Ukraine. Voilà, elle met en garde contre une crise des réfugiés possible, jusqu'à 5 millions de personnes qui pourraient être déplacées. C'est une des conséquences également de ces opérations militaires ? La guerre fait toujours des déplacés, des réfugiés. Les gens fuient. En 2014, au moment des combats dans le Donbass, il y avait eu 1 million de réfugiés. Sur le million en question, 700 000 ou un peu plus étaient partis en Russie et non pas en Ukraine. Ce qui rend caduque, disons, l'explication selon laquelle le Donbass serait composé d'Ukrainiens qui veulent rester à l'intérieur de l'Ukraine et des citoyens qui sont contraints avec un pistolet sur la tempe d'obéir aux ordres de la Russie. C'est pas ça du tout. Ce que l'on avait assisté à l'époque, c'était réellement un exode de gens qui fuyaient l'avance potentielle de l'armée ukrainienne. Aujourd'hui, évidemment, s'il y avait effectivement une invasion terrestre, il y aurait des réfugiés. Dans l'est de l'Ukraine, beaucoup partiraient vers l'est et la Russie, beaucoup également partiraient vers l'ouest et les zones les plus éloignées des combats. Mais en tout cas, tant qu'il n'y aura pas d'invasion terrestre, le nombre de réfugiés et de déplacés sera relativement limité. Il ne peut pas, enfin les gens préfèrent, dans le cas de bombardements épars, parce que ce ne sont pas pour le moment des bombardements massifs, ce sont effectivement quelques cibles qui ont été visées. Les gens sont chez eux, ils n'ont pas réellement la peur d'être touchés par des bombardements ciblant la population civile et des cibles civiles. Pour le moment, le risque de déplacement est relativement limité.